Les économistes sont toujours en alerte sur une récession possible en 2024. On risque vraiment une récession l'an prochain? Même si visiblement ça l'est moins qu'en 2023, mais il reste toujours cette peur qu'il y ait cette récession. Alors si tu es comme moi et que pour toi ces moments peuvent représenter d'excellentes opportunités d'enrichissement et que tu veux savoir comment t'y préparer pour faire fortune entre guillemets, donc d'améliorer largement ton patrimoine une fois qu'on sortira de cette récession, écoute attentivement cette vidéo. Tu vas y découvrir 5 étapes qui vont te rendre riche grâce à la récession. La première grande étape, ça va être d'avoir du cash et surtout de te libérer des dettes. Ça va être très important que tu arrêtes de faire des prêts à la consommation, que tu arrêtes d'avoir des dettes pour une voiture, pour une télé, pour une machine à laver. La dette, si tu en as, c'est uniquement pour des actifs. Et pire encore, si c'est des dettes à taux variable, essaie de t'en débarrasser au plus vite parce que c'est quelque chose qui va vraiment peser lourd et quand les taux d'intérêt sont élevés, tu vas payer ta dette encore plus cher, ce qui fait que tu auras encore moins de cash à mettre de côté et moins de cash disponible pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste simplement à investir massivement. Quand on est dans une période de récession, dans des périodes où l'économie ne va pas très bien, c'est souvent là qu'il y a les plus grandes opportunités. Alors il y a toujours deux camps. Le premier camp, ce sont les gens qui paniquent, les gens qui ne font pas grand chose et qui pensent que le monde va s'arrêter de tourner, que tout va mal, que cette fois-ci c'est différent, que ça se remettra jamais. Et t'as les gens qui sont plutôt optimistes, qui vont en profiter pour investir. L'histoire a donné raison au deuxième camp, parce qu'à chaque fois que des récessions économiques et des mauvais événements se sont produits dans l'économie, ceux qui en ont tiré profit, ceux qui ont été optimistes et ont investi massivement dans ces périodes, ont vu leur patrimoine et leur richesse augmenter drastiquement par rapport au reste de la population. Alors à toi de voir dans quel camp tu veux te mettre, mais sache que il ne faut pas investir quand tout va commencer à aller mieux. Si tu te dis je vais attendre parce que je pense que ça va encore plus baisser ou que c'est pas le moment, c'est vraiment pas la bonne question que tu dois te poser parce que de 1, on ne sait jamais quand est-ce que ça ira réellement mieux et de 2, quand les choses seront déjà en train d'aller mieux et que les médias annonceront que ça va mieux, ben ce sera trop tard, les opportunités seront déjà passées et tu auras raté le coche pour t'enrichir massivement sur la reprise. Il faut savoir que les années après des cracks sont souvent les meilleures années en bourse. Donc plutôt que d'essayer de savoir quand est-ce que le crack va se terminer, essaie plutôt d'investir massivement tout le long du crack, quitte à avoir une année ou deux où tu vas te serrer les fesses un petit peu pour vivre, mais au moins quand ça va repartir, tu seras dans les meilleures conditions pour en profiter et tu pourras être soulagé et surtout voir ton patrimoine exploser. Alors bien sûr, je te dis pas d'investir bêtement, de vendre ta maison, d'aller vivre dans la rue juste pour investir et surtout, je t'invite à investir dans des entreprises solides. Ne va pas investir dans tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs la troisième étape. Cette troisième étape, c'est de viser des entreprises qui maîtrisent leurs dettes. Quand on est en période de récession, ça veut dire que l'économie va moins bien. Ça veut dire que les entreprises vendent moins. Donc, qui dit moins de ventes, dit moins de bénéfices. Qui dit moins de bénéfices, dit qu'il y a moins d'argent pour rembourser la dette, payer les actionnaires, payer les salariés, etc. Donc, les entreprises qui auront des dettes trop élevées, des dettes qui ne seront pas maîtrisées ou des dettes vraiment hautes par rapport à ce qu'elles gagnent, risquent d'avoir des problèmes pour tout repayer. Et ces entreprises, en général, soit elles vont faire faillite, soit le cours va vraiment baisser et le temps que ça remonte, tu as le temps de voir passer 3 générations avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Le ratio financier que je t'invite à vraiment regarder, ça va être la dette nette par le free cash flow. Donc le free cash flow, c'est ce qui reste à l'entreprise. Après les investissements, c'est un peu mieux que le bénéfice net parce que le bénéfice net, tu peux le modifier avec certains investissements, avec des choses comme ça. Le free cash flow, c'est vraiment le cash. Okay, ça parle que de cash. C'est quelque chose qui est beaucoup moins modifiable, beaucoup moins manipulable dans les comptes boursiers. Donc regarde la dette nette par rapport au free cash flow. Dans l'idéal, c'est inférieur à 3. C'est-à-dire qu'en 3 années de free cash flow, l'entreprise peut rembourser sa dette nette. Donc essaie de regarder ça et de regarder sur les 5 dernières années qu'on soit sur des niveaux qui soient intéressants et pas qu'on ait par exemple sur les 4 premières années une dette sur free cash flow à 1 et la dernière année on est à 6 ou à 7. Donc essaie d'avoir quelque chose qui est autour de 3, enfin 3 maximum et que ce soit stable comme ça sur les 5-6 dernières années. Au moins tu seras sur quelque chose de très fiable et une entreprise qui visiblement gère bien sa dette. Tu peux également regarder le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres. S'il est inférieur à 70%, en règle générale, c'est quelque chose de bien, mais encore une fois, regarde sur les 5 dernières années, que ce soit inférieur à 70% sur ces 5 dernières années ou alors en baisse depuis les 5 dernières années. Étape numéro 4, concentre-toi sur des entreprises qui sont déjà en place, qui sont déjà des leaders de leur marché. Ne va pas chercher la pseudo-pépite qui va révolutionner le monde de la voiture électrique, le monde des batteries, le monde des voitures hydrogènes, le monde de l'énergie ou je ne sais quoi. Ne va pas
chercher ce genre de pépites parce que premièrement, l'histoire a montré que c'était très compliqué à trouver. Même des personnes avec des bacs +8 qui travaillent dans la finance depuis des dizaines d'années ont du mal à dénicher ce genre de pépites. Alors toi ou moi, en tant qu'investisseur particulier, tu comprends bien qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'est pas armé pareil, qu'on a encore moins de chances de les trouver. Et l'histoire montre aussi qu'en règle générale, les gros vont s'accaparer de ces inventions pour les mettre dans leur industrie à eux. Donc va plutôt viser ces gros qui sont en place, qui ont déjà une clientèle fidèle, qui sont vraiment des mastodontes de leur industrie. Ce sera beaucoup moins risqué et surtout, tu n'auras pas à mal dormir la nuit parce que l'entreprise dépend d'une révolution qui va arriver ou d'un nouveau produit qui sera sur le marché. Donc pour ça, il y a 3-4 critères qu'il faut absolument regarder. Le premier, c'est que l'entreprise gagne du cash depuis au moins 5 ans. Donc pour ça, tu regardes soit les bénéfices nets, dans l'idéal, c'est de la croissance depuis les 5 dernières années, soit le free cash flow, dans l'idéal, c'est une croissance depuis les 5 dernières années. Alors pas forcément une croissance tous les ans, mais quand tu traces une ligne, tu voudrais une ligne qui soit plus ou moins croissante. La deuxième chose, vise des entreprises qui ont un ROE ou un ROIC qui soit supérieur à 12-15%. Ça montrera si elles ont un avantage compétitif et surtout si elles savent bien gérer leur equity. Et le troisième critère à vérifier, ça va être les marges opérationnelles. Tu veux des entreprises qui ont des marges fortes, dans l'idéal supérieur à 12%, mais j'ai envie de te dire plus la marge est élevée, mieux c'est. Et ça, compare-le aux concurrents. Par exemple, il y a certaines entreprises où les concurrents vont avoir une marge moyenne de 12%. Si l'entreprise a 15%, 16% de marge, c'est très bien, ça veut dire qu'elle a un avantage concurrentiel et surtout que si on entre dans une guerre de prix, elle aura beaucoup de marge de manœuvre dans cette guerre de prix pour garder ses clients et pour continuer de faire du chiffre. Donc des marges opérationnelles élevées, ça va être un critère très important. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais le critère numéro 3 qu'on a vu juste avant, une dette qui est bien maîtrisée, ça va de soi. La cinquième et dernière étape, c'est d'investir sur le long terme. Mets-toi un horizon d'investissement de minimum, et je dis bien minimum, 5 ans, parce que tu as très peu de chances déjà de faire un gros coup sur une année. Donc essaie de faire ça plutôt sur 5 ans, parce que premièrement, tu ne sais pas combien de temps peut durer une mauvaise phase économique. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, t'en sais rien, donc investis au minimum sur 5 ans, n'attends pas d'avoir des retours exceptionnels en seulement 1 an. Le deuxième point avec ça, c'est que toutes les études montrent que tu as beaucoup plus de chances de gagner en bourse quand tu investis sur du long terme que sur du court terme. Investir sur un mois, tu as environ 50-60% de chances de gagner. Investir sur 10-15 ans, tu montes à plus de 80, 90, 95% de chances d'en sortir gagnant. Donc vraiment, vise l'investissement long terme. Plus ton horizon d'investissement sera grand, plus tu mettras de chances de ton côté pour faire exploser ton patrimoine, que ce soit avec les intérêts composés ou alors avec l'appréciation qui se fera dans le temps. Maintenant, dernier point, même si j'en ai un peu parlé dans la vidéo, qui est très important que tu comprennes, n'essaie pas de prédire quand ça va se terminer. N'écoute pas les analystes qui vont te dire oui, c'est maintenant la fin, c'est maintenant le début ou quoi que ce soit. Juste une chose, en 2001, quand il y a eu la récession aux États-Unis, les experts, les économistes ne savaient même pas qu'ils étaient en récession. C'est-à-dire qu'avant la récession, dans les 6 mois qui précédaient la récession, 90% des experts et des économistes, des analystes disaient qu'il n'y aurait pas de récession. Maintenant, 6 mois après la récession, donc on était en récession depuis 6 mois, on avait toujours une grande majorité des économistes et des analystes qui ne savaient pas qu'on était dans une récession alors que les chiffres indiquaient clairement une récession. Ils disaient que non, c'est pas vraiment une récession, c'est autre chose, etc. Donc fais bien attention à tout ça. Je te conseille de ne pas vraiment écouter tout ce bruit, entre guillemets, tous ces économistes, tous ces analystes, etc. et de te concentrer sur investir. N'essaie pas d'investir quand c'est au plus bas, mais plutôt investir régulièrement. La régularité et la discipline dans l'investissement te rapportera beaucoup plus que essayer d'entrer au meilleur moment, parce que c'est quasiment impossible d'entrer au plus bas et de revendre au plus haut. Donc oublie cette idée. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai préparé une liste de 43 entreprises qui me semblent sous-évaluées et qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et comment tu te prépares en cas de récession. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!